Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver. J'espère que cette journée a merveilleusement bien commencé pour vous et que vous êtes prêts à la poursuivre en notre compagnie. Alors bienvenue à vous tous, si vous nous rejoignez à l'instant sur Direct 8. Nous voilà partis ensemble pour une heure de bien-être. Et ce matin, eh bien, nous allons titiller nos papilles gustatives, varier les saveurs et les plaisirs côté assiette. Et oui, trop de routine, trop de répétitions, les mêmes produits, les mêmes plats, les mêmes mélanges, bref, toujours le même topo. Et si on bousculait enfin nos habitudes alimentaires pour découvrir autre chose, autrement, tous nous aspirons à une vie alors colorée, variée. Alors pourquoi sommes-nous si linéaires côté alimentation? Pourquoi nos assiettes sont-elles parfois si basiques? Allez, parfois même si fades. Nous sommes ce que nous mangeons. Alors notre vie est-elle à l'image de notre assiette? Trop routinière, trop linéaire, trop ordinaire? Eh bien ce matin, nous allons justement nous ressaisir, rompre avec la monotonie côté assiette. À vos côtés, Amanda Girs, bonjour. Amandine. Amandine, mais alors, depuis hier, vous savez quoi, en préparant l'émission, je vous appelle Amanda. Et j'en étais certaine. Ça doit être le look. C'est Amanda Lears, je sais pas, pourtant il y a quand même un contraste physique. Si je suis très Amanda, c'est pas la première Amandine, fois. ah ça y est. Et depuis hier, je vous appelle Amanda. Je sais pas pourquoi. Alors, Amandine Girs, merci d'avoir accepté notre invitation. Formatrice en cuisine bio, créatrice de l'association What's for Dinner, ou comment apprendre justement à mieux s'alimenter. Vous êtes également co-auteur avec Olivier Degorce de ces deux livres, Mes recettes bio gourmandes et pas chères, c'est aux éditions Erol, et également La meilleure façon de manger en 70 recettes, c'est aux éditions Thierry Soucard. Odile Chabriac, bonjour. Bonjour. Tout va bien au niveau du prénom? Tout va bien. Bon, très bien, naturopathe. Vous êtes l'auteur de ce livre dont on parle beaucoup actuellement, Les aliments qui rendent intelligents, aux éditions Plomb. Et enfin, voilà, l'homme du jour, Frédéric Marr, bonjour. Bonjour Charlotte. Alors, Nutrivitaliste, à vos côtés, justement, on apprend à allier une bonne alimentation et la vitalité. Voilà, les présentations sont faites. Alors ce matin, on va s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Regardez, on a tellement de choses à découvrir ensemble ce matin qu'on pourrait ouvrir une boutique avec tout ce qu'il y a sur le plateau. Alors on va parler ce matin à vos côtés justement de ces aliments de base. Et vous remarquerez, c'est qu'on achète toujours la même chose. On va parler des céréales avec vous, par exemple, Odile Chabriac. On achète toujours le blé, le riz, les pâtes. Et bien justement, on va découvrir de nouvelles céréales. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous trouvez notre alimentation beaucoup trop linéaire? Alors on sait que l'alimentation revient quotidiennement, plusieurs fois par jour. Parfois, quand on s'occupe de la cuisine du quotidien, c'est un petit peu lassant. La cuisine du quotidien, vous la trouvez trop linéaire par rapport aux possibilités qui nous sont offertes? Odile Chabriac. C'est évident, la cuisine s'est simplifiée, c'est réduite, on consomme de moins en moins de choses et de façon la plus simpliste possible. Alors vous disiez le blé, les pâtes, en plus c'est la même chose, c'est du blé. En France, le blé, quand on parle des céréales, constitue la base de la base. Entre le pain, la semoule, les pizzas, les pâtes, finalement les gens mangent du blé. Allez, du riz une fois de temps en temps et puis on a l'impression qu'on a fait le tour. Mais c'est la même chose pour les fruits, c'est la même chose pour les légumes. Finalement, on va vers une simplification à outrance. Mais comment vous expliquez ça? C'est-à-dire qu'on manque d'imagination, il y a une lassitude, il y a une méconnaissance peut-être de ces produits qui sortent des basiques et des classiques? Mais il y a tout. On est dans les rails, on nous propose de moins en moins de choses. Il faut savoir que les grandes surfaces proposent aussi de moins en moins de choses. Sur les terres cultivables, il y a de moins en moins d'espèces qu'on va faire pousser. Donc finalement, qu'en bout de chaîne, on ait de moins en moins de choses à manger, c'est logique. Et puis il y a aussi une espèce de peur, de trac. Comment ça se prépare? Qu'est-ce que j'en fais? Voilà, exactement. Même dans l'assiette. Ah mais oui, surtout dans l'assiette. Moi, je connais des gens qui osent pas rentrer dans un magasin bio parce qu'ils disent « Mais moi, toutes ces choses-là, je sais pas quoi en faire. » Ils ont l'impression que c'est pas pour eux, c'est pas accessible. Et ça, bon, c'est un peu dommage. Et pourtant, on le sait, on le répète souvent dans l'émission, l'alimentation, c'est un petit peu... L'aliment, c'est notre carburant. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est ce qu'on mange et qu'on devient même ce qu'on a mangé? Frédéric Marr, est-ce que notre assiette, elle est à l'image de notre vie? C'est-à-dire que parfois, on a des assiettes très linéaires. Est-ce que notre vie est aussi très ordinaire et routinière? Oh, je pense que oui, ça peut être assez oui, il y a un directement parallèle. lié. Oh, bah oui, on mange quand même au moins 3 fois par jour. Donc on a cette chance-là. D'avoir une monotonie dans l'assiette, c'est pas très gai. Je pense que la gaieté, la joie dans l'assiette vient quand même de la variété. Et le fait aussi de suivre les saisons, la variété, pas pour être trop pour les céréales, ni pour les huiles, ni pour le lait, mais pour le reste, le fait de suivre les saisons, on en parle souvent, ça permet quand même d'ajouter de la variété. Et c'est pareil, je pense, pour tous les ingrédients. Oui. Bien sûr. C'est-à-dire que la cuisine, notre manière de faire nos courses, de préparer les plats, elle révèle qui nous semble de manière beaucoup plus large. Amandine Girs, justement, elle révèle notre manière dont on se positionne même dans la vie.
je pense que c'est surtout aussi nos modes de vie qui nous poussent à avoir une alimentation un petit peu plus réduite, restreinte. On n'a pas forcément le temps de faire les courses, de préparer à manger. On est beaucoup angoissé justement par ce genre aussi de messages. On ne mange pas assez varié, etc. Donc, il y a aussi, je rencontre beaucoup de gens au cours de mes ateliers de cuisine qui s'inquiètent de ne pas, en effet, savoir cuisiner ça, qui ont peur de rentrer dans les magasins bio. Donc, moi, mon rôle, c'est un petit peu d'essayer de les décomplexer, de leur dire... avec un peu de bon sens, si on suit les saisons, parce qu'on a des légumes différents à chaque saison, en fait, on n'a pas à faire relativement d'efforts. Les céréales, les huiles, les laits végétaux, on en choisit un, on l'utilise comme celui qu'on a l'habitude d'utiliser par ailleurs. Ça va être la révolution. Le tour est joué, il n'y a rien de compliqué. Et voilà, il faut... Voilà, je pense que c'est plutôt nos modes de vie qui influencent notre alimentation. Alors on va le voir, c'est qu'il y a un atout plaisir, puis il y a aussi un atout santé. C'est-à-dire qu'Odile Chabriac, la santé, c'est aussi dans la variété. C'est-à-dire qu'en variant nos aliments, on va optimiser tous les bienfaits, on va les accumuler, puis on va les potentialiser. C'est clair, la diversité est une clé de la santé à tous les niveaux. Et en particulier dans notre assiette. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun aliment parfait. Donc il va bien falloir que... on ajoute l'un à l'autre un petit peu pour obtenir tout ce dont on a besoin. On peut se rendre compte par rapport aux céréales qu'il y en a certaines qui vont contenir plus de vitamine B3 et d'autres qui vont en manquer. Et tout ça faisant, à l'arrivée, on a besoin de tout. Et c'est en goûtant à tout et en faisant preuve d'un petit peu d'audace dans son assiette qu'on va finir par... le corps va finir par trouver ce dont il a besoin, effectivement. Et alors, vous qui êtes naturopathe, en préparant l'émission, c'est ce que j'ai découvert, c'est-à-dire qu'on se développe parfois soi-même ses propres intolérances à consommer toujours les mêmes produits. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le corps il dit hey, « c'est bon, hein, moi je sature, hein, fini, hein, overdose ». Oui, c'est la grande question, en particulier en ce qui concerne le blé, par exemple, qui est un aliment, on va dire, relativement crassant, difficile à digérer. Et là, pour le moment, on s'interroge sur cet abus de blé. Qu'est-ce que ça génère ? D'autant qu'on prend des blés qui sont des blés très manipulés aujourd'hui, et ça passe dans le corps d'une manière un peu suspecte. Et on pense, c'est pas encore certain, mais quand même, il y a l'INRA, l'INSERM qui travaillent beaucoup là-dessus. Est-ce que ça engendre des maladies auto-immunes ? On sait qu'il y a des personnes qui le digèrent de moins en moins bien. C'est la conséquence de quoi ? Sinon, un problème digestif. Oui. Donc, de toute façon, de manger toujours la même chose, de vivre toujours la même chose, ça crée quand même une lassitude et une intolérance du corps à un moment et de notre esprit aussi, je pense. Donc, de varier, c'est bon pour le palais et à la clé, beaucoup de bienfaits, Frédéric Marre. Ah oui, c'est clair. Je pense que la variété... mais la variété, c'est vraiment... sur les huiles, c'est flagrant. On a entendu, il y a eu beaucoup de messages très culpabilisants sur on consomme trop d'acides gras saturés, pas assez d'insaturés. Alors après, dans les insaturés, c'était oui, mais la proportion entre les oméga 6, les oméga 9. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont un peu confus avec tous ces messages. On se rend compte qu'en variant, on va inévitablement arriver à une forme d'équilibre. Et plus on va au contraire chercher à consommer une huile, parce que par exemple, on aura dit celle-ci est particulièrement riche, et à ne consommer que celle-là, on va arriver inévitablement sur un déséquilibre. Donc c'est vraiment la variété qui apporte l'équilibre. Amandine, à varier, on a tout à y gagner ? Oui, c'est ça. Il faut se placer entre l'excès et l'insuffisance dans chaque sorte d'aliment. Et puis, comme ça, on se pose moins de questions. On goûte un peu à tout. Oui, c'est un métier à plein temps, là. Sinon, on passe notre vie dans les magasins à faire des décryptages, à analyser. Finalement, il faut suivre ses envies, puis suivre l'équilibre. Je trouve qu'il y a une clé sur la diversité. Quand, au départ, là, je suis vraiment très pratique dans la cuisine. Le risque de la diversité, c'est à un moment donné de se retrouver avec des placards beaucoup trop pleins. Et je sais que ça a été le problème à un moment donné. Il y avait tellement de formes de céréales, de lait, d'huile que c'était ingérable. Et en fait, je crois qu'il faut se fixer un peu comme pour les fruits et légumes. Les fruits et légumes, on n'a pas le choix. Quand les fraises arrivent, on les saisit, on en mange. Et puis quand il n'y en a plus, on passe à autre chose. Par exemple, pour les huiles, je sais que maintenant, je fais à peu près la même chose. Il y a une base, on en parlera tout à l'heure, mais il y a une base. Et après, sur les petites huiles, elles varient. J'en achète 2 bouteilles. Et quand elles sont terminées, au lieu de renouveler avec celle-ci, je renouvelle avec 2 autres. C'est la même chose pour les céréales. Je pense que c'est la même chose avec les céréales. C'est-à-dire que l'hiver, il y a des céréales qui vont peut-être un peu être plus riches, plus nourrissantes. Il y a des céréales qu'on va utiliser en hiver, d'autres qu'on va préférer en été. Puis il y a quand même une boussole qui me paraît juste. Pour l'être humain, ça s'appelle le plaisir.
j'aime telle chose, je l'utilise. J'aime pas telle huile, j'aime pas telle céréale, je l'oublie Oui, c'est ça. finalement. Être bon pour la santé, si on n'aime pas au goût, ça ne fera pas du bien. Exactement, Hein, quoi. voilà, Voilà. Le premier indicateur, c'est le plaisir qu'on y trouve. Le deuxième indicateur, c'est effectivement le bénéfice qu'on peut en avoir. Mais il ne faut pas se tromper non plus, faire fausse route. Mais on va pas faire fausse route puisqu'on a des guides formidables ce matin en notre compagnie. Alors, on va commencer avec les céréales. Alors, c'est vrai que les céréales, il y a les adeptes, il y a les récalcitrants qui considèrent que ça fait grossir, que ça fait se ballonner, que c'est difficile à digérer. Et pourtant, c'est des concentrés d'énergie. C'est-à-dire que c'est des graines de vie. Hein. On les voit là. D'ailleurs, c'est si beau. La nature est bien faite. Regardez la variété qu'elle nous propose en termes de céréales. C'est des graines de vie. Hein. Des graines de vie. Puis au-delà de ça, c'est ce qui a permis à l'humanité de rester jusqu'à maintenant. Donc on va quand même juste en tenir compte. Bon, oui, les céréales, c'est un apport calorique. Et c'est pour ça que c'est bien. Parce qu'on en a besoin d'abord pour ça. Ensuite, alors, le bénéfice, c'est que ça nous nourrit. Le deuxième bénéfice, qui est très important... Alors, on va parler des céréales complètes, d'une manière générale, et on va aussi dire leurs inconvénients, d'ailleurs. Mais, bon, effectivement, on va recommander aux gens de manger des céréales complètes parce qu'elles contiennent davantage de fibres et parce qu'elles contiennent des vitamines B, on en parlait il y a 5 minutes. Et les vitamines B, elles sont juste essentielles pour le système nerveux. C'est-à-dire que si j'en manque, je suis stressée, je dors pas bien, je n'arrive pas à penser. Je suis irritable, nerveux, énervée, voilà, tout. Donc voilà, donc c'est quand même le b.a.-ba, on va le trouver là. Alors ensuite, vous, par exemple, si on fait un petit tour de table, donc en général, on prend blé, pâtes, riz. Vous, quelles sont justement les céréales? Alors, voilà, on oublie les basiques et les classiques. Oui. Les céréales, par exemple, que vous aimez bien particulièrement. Voilà. Alors, mes chouchoutes, le quinoa. Bon, alors, riche en protéines, c'est super bon, c'est super facile à préparer. On peut mettre des épices. Les enfants adorent, quoi. C'est vraiment... ça. Bon, moi, j'adore le sarrasin. C'est une céréale d'hiver. J'utilise cacha. Là, on le voit, il est vert. En fait, quand il est cacha, il est grillé. C'est un tout petit peu plus compliqué à préparer parce qu'il ne faut pas mettre trop d'eau, sinon ça devient une espèce, c'est un petit peu une bouillie. Ça reste bon, mais c'est pas très présentable, on va dire, pour les invités. Frédéric, vous, par exemple, dans les céréales, les pas classiques, les pas basiques, sarrasin. les originales. Moi, c'est sarrasin. Ah, vous aimez bien le sarrasin. Et vous, Amandine? Oui, alors j'aime le sarrasin et le quinoa. J'aime bien l'orge aussi en été parce qu'il a ce petit goût rafraîchissant même quand il est cuit. L'orge est frais dans la bouche et un peu croquant. Et justement, Odile l'a sélectionné ce matin parce qu'Odile a fait justement une petite sélection de ces céréales. Alors, le quinoa, on va commencer, c'est le riz des Incas. Mais qu'est-ce que c'est bon! C'est absolument à découvrir à la maison si vous n'avez jamais testé. Et en plus, c'est rapide parce que dans les récalcitrants aux céréales, il y a ceux qui disent « Oh, ça demande trop de temps à les cuire, toutes ces céréales complètes. » Ah non, le quinoa, c'est 10 minutes, un quart d'heure maxi. Si on l'a mis à tremper une nuit avant, comme même faire Frédéric, c'est encore plus rapide. Donc, en plus, alors il y a différentes sortes de quinoa. Il y a du quinoa jaune, doré, il y a du quinoa rouge qui a un tout petit goût de réglisse. On l'a, ça se présente comment? Non, on l'a pas. C'est le même en rouge. C'est rond. Voilà, exactement. Voilà. Il y en a du plus sombre, etc. Et après, on s'amuse, quoi. On jongle, on les mélange. On peut faire quinoa riz, on peut faire quoi? Tout ça peut se préparer, comme on dit en France, à la créole, c'est-à-dire à l'eau bouillante. C'est pas le mode, on va dire, le plus goûteux, mais on peut le faire griller avant de mettre l'eau. Le quinoa, c'est vrai. Bon, et puis c'est surtout d'ailleurs, c'est pas une céréale, hein, on va dire en termes d'espèces, c'est une graminée, mais c'est la plus riche en protéines, des protéines parfaites. Végétales. Exactement. Voilà. Donc, elle est parfaite. Et digeste. Elle est digeste. Ah, mais elle a tout pour elle. Ce qui est bien en quinoa, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, c'est qu'à la fois, vous vous sentez léger après le repas, et en même temps, c'est très nourrissant, ça tient au corps. Et on a plus faim. Et en même temps, vous sentez aérien. C'est formidable. Exactement. Mais on dit que les Incas tiraient leur force et leur aptitude à vivre en altitude de cette plante-là. Donc c'est vraiment... Quel goût elle a, cette céréale, pour qu'on sache un petit, pour ceux qui ne connaissent pas encore? Elle est douce, elle est plus proche du riz que du blé, selon moi, en termes gustatifs. Après, comme c'est une céréale très douce, on va l'assaisonner. C'est-à-dire, il ne vous viendrait pas à l'idée de servir du riz ou des pâtes sans un filet d'huile d'olive, au minimum, et un petit peu de sel. C'est la même chose pour le quinoa, on va l'assaisonner, elle se prête à toutes les préparations. C'est vraiment une céréale parfaite. Et d'ailleurs, bon... Ça donne envie. Hein. Je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose vous ce midi, mais allez vite chercher du quinoa parce que ça donne envie. Et il y a ce petit côté aussi croquant. Oh là, ça croque sous la dent. Il ne faut pas faire trop cuire. Alors, il ne faut pas... Aucune céréale, on doit les faire trop cuire de toute façon. Oui, croquant, comme le millet, qui est une céréale un petit peu... Moi, je trouve un petit peu plus dur à préparer, mais non, pour que ce soit très, très bon, on les fait griller, on les fait juste revenir un petit peu avant de mettre l'eau. Et comme ça donne effectivement ce côté craquant sous la dent, comme l'amarante, qui est aussi une céréale qui va
dans les années à venir énormément se développer, je pense, qu'on trouve encore. Ce sont aussi des toutes petites billes qui cuisent. L'amarante, ça cuit en 5 minutes. Et qu'on sert vraiment en accompagnement avec des légumes. Donc c'est vraiment parfait. Alors l'orge, justement, qui a la faveur d'Amandine. Alors l'orge, comment ça se cuisine? Quel goût ça a? Et pourquoi cette céréale en particulier parmi toutes celles qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette céréale? Alors l'orge est intéressante parce que c'est une céréale, alors déjà qu'on donne aux grands nerveux. C'est une céréale qui est riche en certains minéraux, en fer en particulier. Alors, on va l'utiliser de deux manières. Alors ici, il y a de l'orge mondée, qui est l'orge où on a juste enlevé... Parce qu'il y en a tellement. Ouvrir une boutique, moi, je vous voilà, dis. C'est une orge qui se présente un peu comme un riz complet, qui ressemble... ou un blé un peu. Hein. Donc, alors attention, c'est une céréale qui contient du gluten, comme le blé, donc on ne va pas en abuser. Est-ce qu'il y a du gluten dans le quinoa? Non, il n'y a pas de gluten dans le quinoa. Le quinoa est la céréale parfaite parce qu'elle a à la fois toutes les protéines et c'est la seule céréale comme ça. Oui, à part, bon, on va dire que c'est la seule, je veux dire. Et elle ne contient pas de gluten. Donc voilà pour finir ma phrase. Ensuite, alors l'orge, on peut l'utiliser mondée. Alors là, ça va être exactement une préparation comme du riz complet. On l'utilise aussi perlé. Alors les enfants l'adorent. Ça veut dire qu'on a enlevé la deuxième partie de l'enveloppe, comme pour le riz, ça correspond au riz blanc. Et là, c'est très doux, on l'utilise en soupe, etc. Donc, voilà. Alors, quelle saveur ça? Parce que oui, en salade, c'est très bon. Donc, vous récupérez ça froid plutôt. D'accord. Avec des olives, avec des tomates séchées. Mais ça a quel goût? C'est le riz, c'est ça? Bon. Peut-être que moi, j'ai pas bien. Oui, c'est ça. D'accord, donc c'est plus en longueur, c'est comme du riz. Voilà. Oui, c'est vraiment entre le riz et le blé. Hein. Voilà, oui, c'est ça. Ce sont des petits grains. Ça a quel goût, ça? Alors, Frédéric, ça a quel goût? C'est difficile, c'est une question toujours difficile de dire ça a quel goût. Oui, mais nous dire, est-ce que c'est croquant? Est-ce que c'est craquant? Ça va dépendre de la cuisson. C'est velouté. Ouais. En fait, en bouche, c'est velouté, l'orge. Et c'est pour ça que les enfants l'apprécient, par exemple, parce qu'il n'y a rien d'agressif dans cette céréale. Et c'est vraiment doux. Oui, c'est vraiment doux. Il n'y a pas d'acidité. Il y a des céréales qui dégagent un petit peu plus d'acidité. L'orge est effectivement très, très doux. Et pas de gluten dedans, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup... dans l'orge, il y a du gluten, justement. Non, c'est dans le quinoa, voilà. C'est dans le quinoa qu'il n'y a pas de gluten. Voilà, dans l'orge, il y a du gluten. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus manger de céréales en se disant « Ah non, mais moi, c'est bon, à chaque fois, c'est impossible, ça me crée plein de désagréments, etc. » Finalement, ce n'est pas les céréales en soi, c'est le gluten qui crée des désagréments. Il faut aussi bien choisir sa céréale. Absolument. Alors, on s'interroge sur le rôle du gluten, sur les phénomènes d'inflammation digestive et sur des gros problèmes d'intolérance. Et alors, il y a peu de céréales qui n'en contiennent pas. Hein, il faut quand même... Le sarrasin n'en contient pas. Le riz n'en contient pas, qui est aussi une céréale, bien sûr on la connaît bien, mais c'est vraiment une céréale de grande qualité, très équilibrée. Le riz sauvage, par exemple, est quand même peu utilisé par les gens et ça mérite d'en rajouter un petit peu dans ses préparations. Qu'est-ce qui ne contient pas de gluten encore? Mais comment savoir déjà si on est intolérant au gluten? Il paraît qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on l'imagine à être intolérant sans le savoir, à accepter tous ces désagréments du quotidien et sans avoir mis le mot d'intolérance au gluten sur ces désagréments. Comment savoir? Il y a quoi comme symptômes? Alors, comme symptômes, ce sont des troubles digestifs, des ballonnements, des maux de tête. Ça mérite d'essayer, c'est-à-dire de retirer le gluten 15 jours de son alimentation et de voir si on digère mieux. En France, il n'y a jamais eu d'études parce qu'en France, on a une position un petit peu compliquée par rapport à l'agroalimentaire. En Angleterre, il y a eu des études et c'est de l'ordre de 20% de la population qui est intolérante. Donc c'est très important. Le problème de cette intolérance au gluten, c'est que les problèmes digestifs ont après des répercussions sur tout le reste de l'organisme. Mais on ne sait pas pourquoi. On va avoir des problèmes d'arthrose, des démangeaisons, exactement. Ah d'accord, c'est-à-dire que ça commence par des petits problèmes de digestion, on ne fait pas attention. Ensuite, on passe au stade supérieur où là, on va avoir des choses un peu plus lourdes. Et ensuite, l'organisme est déstabilisé. Et ensuite, là, c'est les problèmes. On peut arriver aux maladies auto-immunes, on peut arriver à tous les problèmes au niveau de la cellule. Oui, le problème d'une intolérance non détectée, à long terme, peut avoir des conséquences sur la santé. Alors, pas de gluten dans le quinoa, dans le sarrasin, dans le riz, dans l'amarante, dans le millet. Oh bah donc, il y a l'embarras du choix. C'est presque plus simple de se rappeler dans lesquels il y en a, non? Il y en a en fait dans le blé, il y en a dans le seigle, il y en a dans l'avoine, il y en a dans l'orge. D'accord. L'épeautre, c'est ce que j'allais dire, c'est un blé comme le kamut, il y en a moins, c'est beaucoup plus digeste parce que ça a été beaucoup moins trafiqué. Alors l'épeautre, c'est laquelle? Parce que ça fait partie de... Alors, voilà, alors il y a du petit épeautre et du grand épeautre en fait. Alors le petit est plus savoureux, plus digeste. Et le grand est plus proche du blé, on fait du pain, on fait de la farine. Bon, attends,
attention aussi, quoi. Le gluten, si on le supporte, c'est pas la peine non plus de l'exclure de son alimentation. Une fois qu'on a testé, si on se rend compte qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, il n'y a pas de changement, il peut y avoir un autre problème qui engendre des maux de ventre ou des maux de tête. Mais il faut un certain temps quand même de cuisson, par exemple, pour les peaux, parce qu'on a le sentiment que ça a l'air d'être quand même une écorce quand même assez ferme. Oui, c'est long. On voit là visuellement. Exactement. Et d'ailleurs, moi personnellement, j'utilise assez peu de l'épeautre comme ça, mais je vais utiliser de la farine d'épeautre. On peut utiliser aussi des flocons dans les céréales. Il faut savoir qu'il n'y a pas que la céréale brute. On l'utilise en farine pour faire... Alors, il faut du gluten pour qu'on puisse faire du pain, pour qu'on puisse lever, sinon on obtient des galettes, ça c'est vraiment important. Et des flocons, l'avoine s'utilise énormément en flocons, on peut la trouver en graines. Bonne chance, il faut 1 heure de cuisson. Bon, voilà, c'est... 1 heure de cuisson. Oh là, c'est long. Si on la fait pas tremper avant, ça devient vraiment long. Donc, ça... Et d'ailleurs... Si les recettes arrivent jusqu'à nous d'une certaine manière, c'est pas par hasard. Si l'avoine arrive sous forme de porridge, c'est pas par hasard. C'est parce que le flocon est très facile à préparer, c'est goûteux. On fait une soupe avec un bouillon de légumes. Bon, ça, mais voilà, c'est super bon. Puis c'est énergétique. Hein. Ben, c'est ce qu'on donne aux cheveux de course. Voilà, alors c'est ce qu'on dit, c'est l'aliment des sportifs et des chevaux. Donc, mais ça veut dire qu'en hiver, l'avoine, c'est vraiment une céréale réchauffante, digeste. Plutôt que toutes les céréales qu'on achète. En plus, c'est pas cher du tout. Le flocon d'avoine. Et c'est bon, vous laissez tremper ça dans l'eau la nuit et le lendemain matin, c'est moelleux, c'est bon à souhait. Qu'est-ce que vous pensez de ces céréales, vous savez, là en sachet, où on nous dit 3 minutes top chrono, parce qu'aujourd'hui, il faut que ça aille vite. Hein. On n'est pas à 1 heure de cuisson, etc. Pour certaines céréales d'entre elles, pour certaines céréales, qu'est-ce que vous pensez, vous, des sachets, là, 3 minutes top chrono, hop, c'est cuit, déjà un pré-cuit souci à la base, parce que jusqu'à présent, tous ces sachets de cuisson rapide sont faits à base de céréales raffinées. Et alors? Donc je pense qu'Odile va parler de raffiné, c'est chimique. Alors non, raffiner, ça ne veut pas dire chimique, mais ça veut dire qu'on enlève des tas de choses et ça veut dire qu'on perd les minéraux qu'il y avait dans les céréales. Donc grosso modo, on garde ce qui fait de la lourdeur, ce qui fait de la consistance, on garde l'amidon et on perd tout le reste. Ah, on gagne, c'est-à-dire qu'on garde les inconvénients et on a lâché les avantages. C'est un peu ça, oui. Donc le problème, c'est pour ça qu'on utilise, a priori, chez quelqu'un qui a une digestion normale, des céréales complètes. Là, elles sont toutes complètes par nature, celles-ci. Ou semi-complètes. Oui. Ou semi-complètes, parce que si on a un intestin un peu... Oui, c'est ce que j'allais dire. Si on a un intestin un petit peu fragile, on va démarrer par des céréales semi-complètes parce que sinon les fibres vont irriter tout le système digestif d'ailleurs et donc il n'y a aucun intérêt à se faire du mal pour potentiellement chercher à se faire du bien. C'est tout aussi absurde. Donc on y va en douceur. Mais il y a vraiment une histoire d'organisation sur cette histoire de temps de cuisson des céréales parce que de toute façon, on prépare un repas, ça prend rarement moins d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc souvent, il s'agit de commencer par cuire les céréales et de ne pas attendre le dernier moment. Mais à partir du moment où vous avez décidé de votre repas, que vous passez en cuisine et que vous mettez les céréales à cuire, il n'y a aucun souci d'attendre un quart d'heure, 20 minutes qu'elle soit cuite. Ensuite, pour gagner du temps, il y a 2 astuces. Une, si vous avez prévu à l'avance, c'est de ne serait-ce que de faire tremper les céréales pendant une douzaine d'heures. Vous allez d'une part libérer un processus enzymatique et elles vont devenir encore plus intéressantes d'un point de vue nutritionnel. Et on gagne du temps. Moi, le petit épeautre, par exemple, je ne le fais cuire qu'après l'avoir fait germer. Alors, ça demande une certaine organisation, mais il y a quand même moyen de gagner du temps. Et je pense aussi qu'il y a une nouvelle génération de produits, même en céréales complètes, qui vont arriver parce que dans les traditions asiatiques, ou dans certains pays, on consomme les céréales complètes, ils ont un système où en fait, ils les passent légèrement à la meule pour les micro-briser et après, elles cuisent beaucoup plus vite. C'est ce qu'on fait déjà avec la cacha. Et ces produits-là vont arriver, ça va être la nouvelle génération des céréales raffinées, non raffinées, pardon, qui vont cuire rapidement. Ce qui est aujourd'hui... les céréales avant de les mettre, il paraît qu'il faut les nettoyer dans une passoire, les mettre dans une passoire et les rincer. Amandine, c'est ce que vous faites? Oui, c'est ce que je fais pour les céréales, les fruits séchés, tous les aliments que j'achète en vrac ou en paquet, je les rince par mesure d'hygiène. Mais comment vous expliquez? C'est qu'on a compris. Le quinoa doit être aussi rincé pour se débarrasser d'une petite pellicule de... Je ne sais pas si on peut appeler ça un pesticide naturel qu'il développe, donc il faut en général... Ça fait de la mousse quand on rince. Voilà, qui s'appelle de l'ujuvelac, qui est un antioxydant très puissant. Effectivement, on va rincer aussi pour ces raisons-là. On va retirer, sur certaines céréales aussi, de les rincer. Ça va permettre de retirer aussi une partie de l'amidon. Mais comment vous expliquez qu'on soit autant nombreux à manger des céréales blanches?
puisque regardez, dans le commerce... La cuisson est ultra rapide. Ah, c'est uniquement... Parce que là, on a compris qu'il y avait moins de propriétés. C'est très historique. Parce qu'on a compris qu'on n'avait rien à gagner à acheter ces céréales. On n'a rien à gagner... La libération de la femme, il y a aussi l'après-guerre, mais il y a aussi la libération de la femme. C'est plus rapide à préparer. Les petits sachets de riz pré-cuit, on jette dedans dans un... Ah, mais c'est comme ça, une casserole d'eau chaude. Voilà. Oui, mais bon, moi j'ai coutume de dire en alimentation, ce qu'on croit gagner d'un côté, on le perd toujours de l'autre. C'est-à-dire ce qu'on gagne, ce qu'on veut absolument garder dans nos placards éternellement. Moi je dis c'est de la sciure, quoi. C'est la même chose. C'est comme si on se remplit, on se nourrit plus, et il y a vraiment, voilà, on est obligé de faire un petit effort. Oui, mais récompensé, retour sur investissement. Alors justement, allez, deux autres céréales, là, comme ça, spontanément, et ensuite on passe à la pause publicitaire. Alors là, on m'a mis des choses qui ne sont pas que des céréales, parce qu'il y a des châtaignes. Camut, vous aimez bien camut? Alors oui, mais c'est un blé, hein, le blé. Voilà, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, le blé des Égyptiens. C'est un blé qui est doux, qui aurait conservé ses propriétés depuis les Égyptiens. Donc, mais voilà, c'est très digeste. Oui, c'est le blé le plus digeste, en fait, et ça fait, par exemple, un pain qui est très doux, très agréable et que les gens apprécient. Je crois que c'est vraiment de quoi on peut parler. Ah, c'est-à-dire que si on est intolérant, par exemple, non, le blé, il y a du gluten. Oh là. Ah oui. Voilà. Il y a du gluten dans le blé. Pas-dire pour les gens qui ont envie, par exemple, d'un pain dans lequel il y a moins de gluten, il faudra demander un pain avec farine de camut. Exactement. Camut. Voilà, c'est ça. Un pain camut, un pain petit épeautre. Il y a des pâtes au camut, des pâtes au petit épeautre. Donc c'est vraiment après, il y a des tas de propositions. Sarrasin, par exemple. Alors, le sarrasin, c'est la céréale de l'hiver. Alors, c'est pareil. Ah, donc c'est maintenant, ça. C'est maintenant. Voilà. Alors, on l'utilise en soupe. On le prépare sinon, entre guillemets, à la créole. 1,5 fois son volume d'eau, pas plus. On le met dans l'eau bouillante, 3 minutes, et on arrête l'eau, parce que sinon, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait une espèce de petite bouillie qui n'est pas agréable. Ah, ça cuit vite, ça. Ça cuit très vite. Ça a un goût un peu fumé. Moi, j'aime beaucoup... c'est subtil, hein? Ouais, exactement. Moi, je trouve ça délicieux. Et pareil, dessus, on met vraiment une huile au choix et ça devient particulièrement goûteux. Au choix? Mais vous allez voir qu'on va nous aider à les choisir. Juste après voilà, la pause publicitaire, on va d'abord faire la petite pause. On revient juste après avec du liquide, finalement, entre les huiles et les laitages. On va alterner les plaisirs, voilà, les désirs. Allez, on fait la petite pause publicitaire. On revient juste après. À tout de suite. Envie de lui faire aimer les légumes? Il y a une soupe Liebig pour ça. C'est potager malin, légumes et vermicelles. Une recette qui met tout le monde d'accord. Liebig, c'est naturel d'être gourmand. C'est compliqué d'être mère. Blédina fait grandir vos enfants et vous simplifie la vie. Blédina, du côté des mamans. Ah, bonjour mamie. Comment t'es habillée? T'as l'air d'un sac. Oh, c'est ton Jules qui te fait des misères. Non, c'est mon ventre. Il tourne vraiment pas rond en ce moment. Je me sens ballonnée. Je suis bien dans rien. Ça, c'est plus facile à régler que des histoires de cœur. Commence par Activia. Et c'est pas une recette de grand-mère. Activia contribue à améliorer le confort digestif en réduisant notamment les sensations de ballonnement. Mais c'est tellement bon. Tu crois que ça va marcher? Ça fait 10 ans que j'en prends tous les jours. Et tu m'as déjà vu en jogging. Activia, actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. C'est le moment ou jamais de partager vos rêves en famille à Disneyland Paris. Du 3 janvier au 1er avril, le séjour et le voyage sont gratuits pour les moins de 12 ans. Et les adultes économisent jusqu'à 30% sur le prix du séjour. Appelez vite le 0825 800 400. Papa, si tu mets pas du thé coco vainé, ça sera pas assez moelleux pour Moupi. Petit coco vainé, le plus moelleux des cocos. Vainé, c'est gonflé. Et pour des galettes au fondant incomparables, il y a l'amandin vainé. Encore en jogging? C'est les excès des fêtes. Mais non, c'est pour faire les exercices du programme Activia. Regarde, pour chouchouter ton ventre, il y a des coachs qui te donnent tous les jours des conseils pour te sentir mieux là. Même à mon âge. Eh oui, c'est adapté. Tu connaissais pas tout sur Activia. Et en ce moment, les 15 premiers jours d'Activia sont satisfaits ou remboursés.
Maman, elle fait pas comme ça. Je sais. Maman, elle fait pas comme ça. Tu sais, il fait froid dehors. Alors tes miel pops dans du lait chaud, c'est super bon. C'est croustille. Des céréales miel pops dans du lait chaud, c'est simplement bon. Andros. Un goût unique. Un goût généreux. Un goût fort de fruits. Dessert fruitier Andros, on n'oublie pas le goût Andros. La force du fruit. Comment je peux faire pour ralentir mes dépenses? Réponse dans votre magasin U. Avec nos produits bien vus à prix hard discount, comptez sur nous pour vous faire dépenser moins. Les nouveaux commerçants. Site de rencontre, c'est vrai, j'y avais déjà pensé. Ce sont mes amis qui m'avaient conseillé de m'inscrire sur eDarling. J'ai rempli gratuitement le test de personnalité. Et tout de suite, j'ai découvert le profil de Marc. Elle est venue sur mon profil, on s'est envoyé des messages. Un jour, on a échangé nos numéros. Au son de sa voix, waouh, le coup de foudre. J'oublierai jamais notre première rencontre. eDarling a vraiment changé nos vies. Rencontrez vous aussi la personne de vos rêves. Inscrivez-vous gratuitement sur le site eDarling.fr et découvrez dès maintenant les célibataires qui vous ressemblent. La MAF n'a pas augmenté ses tarifs auto depuis 5 ans et ne les augmente pas non plus en 2010. Autre chose? Et en ce moment, 2 mois gratuits pour tout premier contrat auto. C'est la MAF. Dove a invité des femmes à découvrir la vérité sur les savons. Certaines ont lavé des miroirs avec des savons ordinaires, d'autres avec Dove. Les savons ordinaires laissent des résidus. Vous ne pouvez pas les voir sur votre peau, mais ici vous les voyez. Dove est différent. Dove laisse votre peau douce, vraiment douce et sans résidus. Le résultat est clair. Cet après-midi à 13h35. Vous vous souvenez, monsieur le commissaire, la grande perche? Un cas d'envergure pour le commissaire Maigret. Il m'a bien dit au téléphone qu'il avait vu une femme étendue derrière le bureau qui le fixait avec des yeux morts. Une prostituée vient dévoiler la macabre découverte faite par son mari. Un homme s'est introduit cette nuit-là chez vous. À un certain moment, sa torche électrique a éclairé un objet qu'il ne s'attendait pas à trouver dans la pièce. Quel objet? Un cadavre de femme. Il y a sûrement quelqu'un qui ment. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Il a peut-être tué sa femme. Bruno Kremer a un lourd mystère à percer. Maigret et la grande perche. Cet après-midi à 13h35. Et c'est sur Direct 8. Allez, de retour sur le plateau du bien-être. Trop de... Mais voilà, qu'on reprend l'antenne et ça parle et ça parle et ça continue de parler. Voilà, très discipliné en ce début d'année, Frédéric Ma. Hein. Donc voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, trop de répétitions. Voilà, donc on dit stop à la routine du côté de l'assiette. Alors, il veut parler, eh bien il va parler, Frédéric Ma. Je peux terminer ma conversation avec Amandine. Après l'émission, hein, par respect pour ceux qui nous regardent. Voilà. Alors on va poursuivre avec les huiles. Végétales. Alors là aussi, toujours les mêmes, hein. La même d'ailleurs. On achète, allez, huile tournesol, huile d'olive, et elles sont un peu quand même décriées, hein, ces huiles, alors que notre corps, il a besoin de gras, surtout en cette période. On a besoin ça, c'est évident. Le corps, il a maintenir. besoin de gras. Déjà, on est composé à plus de 10% on va dire, d'acides gras, hein, le nom un peu barbare des graisses. On en a besoin pour tout, un peu comme les céréales, pour l'énergie, pour la chaleur, pour penser beaucoup, pour rendre intelligent. Il faut lire le livre d'Odile. Non, mais ça graisse puisque effectivement, ça graisse on a notre des physique acides gras dans absolument toutes les cellules du corps et qu'elles jouent un rôle fondamental, en particulier justement pour toutes les cellules du cerveau, mais aussi c'est un précurseur hormonal et puis ça va jouer pour la souplesse des articulations, pour celle de notre peau. Donc voilà, donc l'idée maintenant c'est de se dire comment on ajoute un peu de variété dans les huiles, puisqu'effectivement je pense qu'en France les gens consomment essentiellement de l'huile d'olive, un peu d'huile de tournesol, parfois un peu d'huile d'arachide. Et puis, donc là, on était sur le végétal, mais si on est sur les gras en général, et puis voilà, les cuissons sont au beurre ou à l'huile d'olive, et puis après, on utilise beaucoup aussi la crème. Donc, pour ajouter de la variété, il faut d'abord comprendre un petit peu que ces huiles sont essentielles, mais surtout qu'il y a plusieurs catégories. Donc, pour guider son choix, je dirais, il y a 2 critères. Il y a d'abord un critère de qualité. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire qu'une huile végétale est de qualité? Alors, de qualité, non. Puis après, il y a des qualités. On a besoin de différents corps gras. Donc déjà, la qualité, c'est des huiles
d'origine biologique. C'est quand même très important pour les huiles en particulier, l'origine biologique, puisque dans les acides gras vont être transportés un certain nombre d'informations et de substances. Et pour une autre raison, c'est que les huileries biologiques sont restées au plus près des modes de raffinage un petit peu ancestraux et qu'un petit peu comme les céréales, les huiles, on va dire, de grande consommation sont excessivement raffinées et que dans ce raffinage, on va perdre... C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Elles ont été transformées, on a c'est-à-dire que non, mais toutes les huiles sont un petit peu raffinées puisqu'on va partir d'un oléagineux qui sont des olives ou des... Mais raffiné, ça veut dire quoi, raffiné? Des cacahuètes. Ça veut dire cacahuètes, c'est qu'on part d'un aliment qui est dur, d'accord, brut, et qu'on va en extraire une huile. Sauf qu'il y a plusieurs manières de le faire, et c'est comme souvent une histoire de rendement. Voilà. C'est-à-dire que quand on fait des premières pressions à froid, je ne suis pas très sûr des chiffres que je vais vous donner, mais c'est pour vous donner un rapport, quand on fait des huiles de première pression à froid, qui était quasiment le seul mode d'extraction avant la Seconde Guerre mondiale, on va avoir, je vais vous dire, 40% de rendement. À partir du moment où on va raffiner avec des mécaniques, plus de mécanique, de température, voire même des solvants chimiques, on va augmenter le rendement à 70, à 70. Voilà. Ah d'accord, donc ces critères, donc par exemple première pression à froid, pour vous c'est un critère important Absolument, qui doit être de qualité, sur la bouteille. Qui garantit que d'une part l'huile va garder les éléments nutritifs qui étaient, un maximum d'éléments nutritifs qui étaient dans l'oléagineux de base, et ensuite ça va souvent lui donner aussi une meilleure conservation, que c'est pas tout le temps vrai, mais bon, au moins sur la valeur nutritive c'est évident. Ensuite l'autre critère c'est qu'est-ce qu'on cuit et qu'est-ce qu'on ne cuit pas. Alors Amandine, vous par exemple, d'abord, avant de passer à la pratique, qu'est-ce que vous avez comme huile? Quelles sont les huiles qui trônent dans votre cuisine? On va faire un petit tour de table du côté d'Amandine. Alors moi, dans l'idée d'une cuisine simple et pratique pour tout le monde, j'utilise deux huiles, l'huile d'olive et l'huile de colza, parce que ce sont les deux huiles qui, quand on les complémente, apportent les acides gras nécessaires. L'huile d'olive pour la cuisson, l'huile de colza pour l'assaisonnement, avec en couplé avec l'huile d'olive. Et quand j'ai une lubie, j'achète un peu d'huile de noix ou de sésame toasté, mais c'est assez rare. Donc ça, c'est le duo, c'est l'huile d'olive de tous les jours, c'est les deux huiles que je conseille d'avoir dans sa cuisine. Odile. Alors moi j'ai plein d'huiles d'olive parce que je trouve que oui, mais elles ont des goûts différents. Effectivement, je ne fais pas cuire la même que celle que je vais utiliser en salade. J'adore l'huile de noix, j'adore l'huile de noisette, donc j'en ai. L'huile de germe de blé pour la vitamine E, j'en utilise tous les jours un petit peu. L'huile de sésame, l'huile d'argan pour un petit goût fumé qui est quand même à tomber par terre. Et là, j'ai découvert l'huile de macadamia. Et c'est exquis, quoi. Tout d'un coup, on se met à faire des plats juste pour l'huile qui va assaisonner le plat. Et je pense, je veux pas court-circuiter Frédéric, mais l'huile, c'est exquis. Le gras est un transporteur de goût magnifique et donc une très bonne huile. Ça se goûte à la petite cuillère, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on ne prend pas la bouteille et hop, comme ça, on y va vite. On prend la cuillère, voilà, on met quelques gouttes, on fait ça avec subtilité et bienveillance. Alors, donc, huile froide, huile à cuire. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce que vous nous proposez, Frédéric? Comme disait Amandine, la meilleure huile, on va dire, pour la cuisson, ça va être l'huile d'olive, même si on peut cuire l'huile d'arachide, mais ça reste on va dire, la meilleure huile de cuisson. Après, non, on parlera de ça plus tard, sinon ça va être compliqué. Attention, faisons un ordre, soyons rigoureux. Voilà, donc soyons pratiques, effectivement. Donc, huile d'olive pour cuire. Et ensuite, effectivement, moi je pense que j'ai plus de lubie qu'Amandine, donc effectivement l'association avec le colza est parfaite. Après, on peut, quand les huiles sont crues, faire un mélange d'huile d'olive et d'autres huiles. Donc là, il y a une variété, mais absolument incroyable et qui continue à augmenter la variété puisque ces huileries artisanales vont rechercher des anciens oléagineux qui ne sont plus tellement utilisés. Quand on disait en début d'émission pourquoi aussi il y a si peu de variétés, il y a un vrai problème aujourd'hui législatif qui fait que avant de pouvoir mettre une huile sur le circuit, pourtant elle a été utilisée depuis longtemps, il faut demander des autorisations. Donc ça a été le cas de l'huile de cameline qui a pu réapparaître alors que c'était une huile qui était utilisée ancestralement depuis très longtemps. Elle a eu une autorisation il y a quelques années. Alors qu'est-ce que vous avez choisi et pourquoi? Allez, on présente, c'est-à-dire que la base pour vous, c'est l'huile d'olive, par exemple, dans les huiles crues, et on ajoute par exemple une toute petite cuillère en plus dans la salade. Voilà. Pour grosso modo, on va dire 2 tiers, 1 tiers. Et ce qui est magique, c'est que 2 tiers d'huile d'olive, 1 tiers d'une autre petite huile que vous avez présentée. D'une huile rare. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en termes de goût, c'est ce qui fonctionne. Si on fait l'inverse, souvent ça va être trop fort parce que ces huiles sont vraiment très concentrées en goût, soit noix, noisette, argan, cameline, c'est très fort. Si on fait l'inverse, ça marche pas en goût
goût, mais ça correspond aussi à l'équilibre nutritionnel, c'est que c'est bon pour l'équilibre. Alors, il y en a, alors je sais. Qu'est-ce que vous avez choisi? Alors, peu importe l'ordre. Moi, cameline, quand j'ai découvert cameline, je trouve ça très intéressant parce que c'est très étonnant. Pour moi, c'est une huile qui a un goût de légumes. Ah bon, mais quel légume? Ça a un goût de légumes. Moi, quand je goûte de l'huile de cameline, ça me fait penser... C'est un mélange de tous les légumes de la terre qui sont dans l'huile de cameline. Et donc, je trouve ça très intéressant de relever des légumes. Alors, donc, avec ça. Il faut la goûter, pas la sentir. Dis donc, quelle extension. Voilà. Donc ça, vous mettez la cameline. Donc un tiers de cameline. Alors, non, ça, c'est si on fait une vinaigrette. Par contre, moi, j'en mets directement sur des légumes passés à la vapeur. J'en mets directement pur sur des légumes. Et effectivement, on va même en mettre peu. Ça va relever les légumes sans qu'on s'en rende compte. Là, récemment, sur tout ce qu'il y a en ce moment, sur les brocolis, le chou, je trouve ça excellent. Mais effectivement, sur les céréales. Un filet d'huile, c'est exquis. Ça sent super bon. Après, souvent, si on parlait des complémentarités, on va chercher à relever. Le quinoa, par exemple, je trouve a plus un goût qui tire vers la noisette, la noisette, donc relever du quinoa avec un peu d'huile de noix ou de noisette. C'est une très bonne huile, excusez-moi, pour excellent. La peau, cameline. Elle est très riche en oméga 3, donc c'est la même chose. De toute façon, les huiles qui sont réputées pour votre peau font la même chose par l'intérieur. C'est le cas de l'huile d'argan, par exemple, qui est très réputée, il me semble, en cosmétique, et qui est très bonne à consommer. L'huile d'argan, comme ça a des saveurs très Afrique du Nord, on va dire, c'est une huile, moi j'utilise plus dès qu'il y a une céréale qui ressemble un petit peu au couscous, ou pour relever du poivron. Oui, c'est ça. Un peu grillé. Ouais, un peu grillé, ouais. Et voilà, donc ça va pouvoir donner une connotation très Afrique du Nord avec des petites épices et tout, et ça y est, là on est parti. Voilà. Mais exactement, un peu de cumin pour la peau aussi. Et on peut, oui, absolument, absolument. La même huile pour la peau. Quand on se sert sur un plan culinaire, on peut la mettre aussi sur la peau. Bien sûr. Ça va être le cas. Sur le corps. On parlera après si on a le temps des graisses. Ça va être le cas de la graisse de coco aussi. Alors argan, donc on a vu cameline. Argan, elle a quoi comme propriété, si ce n'est Alors, elles sont toutes. Alors après, moi, rentrer dans ce détail-là, alors certaines vont être plus riches en oméga 3, d'autres en oméga 6, mais ça devient très compliqué de rentrer dans ce détail. C'est plus sur le côté gustatif. Elles sont c'est plus sur le côté gustatif. Et en variant, on aura de toute façon un équilibre. Pépins de courge, je la trouve intéressante parce que c'est une huile très foncée. Donc elle est quasiment brun foncé. Donc c'est intéressant sur un potage un petit peu clair. Et ça a un goût, pareil, un peu comme les pépins de courge, si vous connaissez les pépins de courge. Et vert, elle est épaisse. Pour les hommes, au moment de la c'est très bon, effectivement, pour la prostate. Voilà, exactement. Tout à fait. C'est très bon pour la prostate. Il devrait en prendre tous les jours, une cuillère à soupe. À partir de quel âge? À 40 ans. 40 ans, c'est allez hop, 40 ans, une petite cuillère dans la salade quotidiennement pour votre homme. Voilà. Ou pour varier les pépins de courge aussi entiers. Mais c'est formidable, en plus d'être bon au goût, c'est bon pour la santé. C'est ça. La nature est bien antiparasitaire. La courge, c'est vraiment excellent. Et en plus, elle est pas trop chère. Pharmacie ou naturelle. Oui, c'est ça. Alors sésame, là ici on a sésame, elle existe aussi en plus petite bouteille sésame grillé. Alors là tout de suite on est parti en Asie immédiatement puisque c'est vraiment l'huile utilisée prioritairement par les Asiatiques dans la cuisine au wok en particulier. Mais dans quoi vous mettez par exemple vous l'huile de sésame? Moi j'en mets dans mes tartares d'algues, j'en mets dans des légumes poêlés avec du gingembre. Voilà. D'accord. Et mais donc ça va nous coûter cher, ça? La rentrée est dure. Non, parce qu'on en met très peu. C'est vrai qu'a priori, ça semble être des huiles chères, mais on en utilise très peu. Les petites, il faut dire quand même que c'est quand même très cher. Oui, mais vous en utilisez peu. Attendez, c'est une cuillère à soupe. Attendez, c'est entre 7 et 9 euros. Oui, en même temps, ça se conserve au frigo. Au frigo, à l'abri de la lumière. Oui, absolument. C'est pour ça que les bouteilles sont petites. C'est que c'est des huiles qui doivent être conservées au frigo et une fois qu'elles sont ouvertes, consommées, on va dire assez rapidement. Mais de toute façon, une petite bouteille comme ça, à partir du moment où vous n'en avez pas trop. 3 semaines, un mois. Voilà. L'idée, c'est quand même pas d'avoir tout ça dans son frigo, c'est d'en choisir en plus de l'huile d'olive simplement une ou deux parce que ça s'oxyde. Alors à la maison, pour commencer, vous allez chercher déjà 2 nouvelles huiles, juste pour découvrir. Voilà. Et ensuite, vous faites votre petit mix. Déjà, il faut commencer. Il ne faut pas tout chambouler dans la cuisine, c'est pas l'objectif. C'est commencer par même une seule. Voilà, vous rajoutez une petite huile à votre alimentation quotidienne et vous allez voir comme ça va éveiller plein de nouvelles saveurs. Alors on s'occupe maintenant ensuite, de ce juste, il y a aussi quelque chose qui est intéressant pour les gens qui sont un peu plus pressés. Il y a des mélanges aussi tout près d'olives, colza, avec d'autres choses qui sont là naturellement parfaitement équilibrées. Donc voilà, on pourrait parler de 2 choses. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler, Charlotte. Soit on parle des graisses végétales, parce que alors on nous dit de cuisson, faut... d'accord. Soit je voudrais juste finir sur les huiles.
on consomme les huiles de cette manière-là. À la base, c'est des oléagineux. Par exemple, il y a aussi de l'huile d'amande, de l'huile de pistache. Voilà. On peut aussi consommer les huiles en partant des oléagineux broyés. Non, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous mettez l'huile de colza dans la poêle, par exemple. Non, l'huile d'olive. Ah, l'huile d'olive. On ne cuit jamais l'huile de colza. On cuit assez peu l'huile de colza. C'est celle qui est quand même la plus instable. À partir du moment où une huile est riche en oméga 3, elle est instable à la cuisson. Donc, le caméline, on la cuit pas. L'huile d'olive. C'est tout. Olive, non, il y a arachide normalement qui cuit, mais arachide mais nous, on les a pas dans notre cuisine. Non. Et puis voilà, elle est souvent un peu allergène, donc on va dire olive. Donc après, pour cuire, on peut utiliser des corps gras qui sont très riches en ce qu'on appelle en graisses saturées. Alors ces graisses saturées ont été décriées beaucoup parce qu'à un moment donné, les Français en consommaient beaucoup trop. Donc on a cherché à renverser la tendance pour aller vers les acides gras moins saturés. Donc dans les graisses saturées, il y a des graisses d'origine animale, c'est le saindoux, la graisse d'oie, la graisse de canard. Il y a aussi, alors ça c'est très intéressant parce que c'est peu connu en France, à part en gastronomie, ça s'appelle le beurre clarifié. Oui, mais est-ce qu'on trouve ça facilement? Non, on ne trouve pas, mais je trouve ça amusant. Mais ça prend. Mais je l'ai fait ce matin avant de venir. Ça m'a pris juste 10 minutes. C'est du beurre que vous faites fondre. Toutes les impuretés remontent à la surface. Vous retirez ces impuretés, vous filtrez après avec un filtre à café et vous obtenez ça qu'on utilise en Asie, qui en Inde s'appelle du ghee. C'est du beurre clarifié. Sous cette forme-là, il peut se conserver 3 à 4 mois en dehors du frigo et ça devient à ce moment-là une graisse pour cuire. Et qu'est-ce que ça qui supporte la cuisson. Du beurre. Mais ça fait juste que le beurre, normalement, vous ne devez pas le cuire. D'accord ? Le beurre, dès que vous le faites frire un peu, il noircit et ça pose, on n'a pas le temps, mais beaucoup de problèmes. Donc ce beurre-là, cette graisse-là, donc on appelle du beurre clarifié ou du ghee en Inde, est stable à la cuisson. Donc vous mettez le beurre au bain-marie pour qu'il fonde. Ou alors sur une poêle, du moins une casserole un peu épaisse, vous mettez coup de chaud et après ça remonte, vous voyez les impuretés remonter, c'est vraiment évident, vous retirez avec un écumoire ou vous filtrez simplement. C'est bien ça, on peut faire ça. Et voilà, et vous gardez ça après, voilà, comme une graisse à cuire. Autre graisse à cuire, alors que ça c'est un miracle, on commence à en trouver en France, pour tous les gens qui ont voyagé en Asie, c'est ce qui donne souvent un goût très particulier à la cuisine asiatique, c'est de l'huile, c'est du beurre, de l'huile, appelez ça comme vous voulez, on dit souvent graisse quand c'est solide, faite à base de coco. D'accord. Donc c'est un goût de coco. C'est avec ça que j'ai fait les petits chocolats crus que vous avez goûté pendant la pause publicitaire. Qu'on s'est arraché. Voilà. Et donc ça peut, c'est très stable à la cuisson. Amandine, on peut faire des frites. Alors ça, quel goût? Oui, non, c'est très bon, mais par contre, c'est très riche en acides gras saturés. Oui. Donc, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser. C'est une histoire peut-être pour la cuisson de tous les jours. D'équilibre. Pas pour la cuisson de tous les jours. Tout dépend après de son équilibre alimentaire. Il y a des gens aujourd'hui qui deviennent même carencés. Il y a des gens qui deviennent quasiment maintenant carencés en acides gras saturés parce qu'on en a quand même besoin, ils sont essentiels. C'est quasiment le seul corps gras qui contienne de la vitamine A. Donc on en a aussi besoin. Donc c'est des alternatives pour pas être systématiquement dans le beurre et puis varier parce que toujours l'huile d'olive, c'est aussi ça. Et voilà. Et dans ça, on commence à trouver aussi, ça c'est de la graisse de palme rouge. On commence à trouver d'autres corps gras pour cuisiner. Bon, on va rester dans le côté corps gras, hein, puisque c'est l'hiver et qu'il faut avoir de la graisse pour justement affronter les températures beaucoup plus fraîches. Alors, on va poursuivre avec le lait, avec vous, Amandine Girs. Alors, le lait, on ne sait plus quoi boire parce qu'on nous a dit le lait de vache. Oh, mon Dieu, pas du tout, c'est trop riche et inadapté à l'humain, c'est fait pour le veau, le petit de la vache. Alors, on ne sait plus quoi prendre. Pour vous, les produits laitiers, on en consomme beaucoup trop à bannir ou à conserver, mais de manière beaucoup plus modérée? Globalement, je pense qu'on en consomme beaucoup trop parce qu'on consomme exclusivement, en général, enfin, ceux qui ne connaissent pas les laits végétaux consomment exclusivement du lait de vache dans le fromage, dans les yaourts, dans les gâteaux, un peu partout. Et on a tendance aussi à en manger à chaque repas, donc c'est un peu excessif. Ensuite, c'est une question d'étudier les habitudes de chacun. Et par exemple, produits laitiers, on devrait en manger, parce qu'on nous dit qu'il faut manger à chaque repas des produits laitiers, du fromage, je pense qu'une ou deux fois par jour, une ou deux fois par jour, c'est raisonnable. Oui, je pense. Bah alors on va trouver des alternatives justement, parce que les produits, par exemple le lait qui vient des animaux, vous le trouvez vous inadapté à l'humain, c'est-à-dire qu'il est fait pour ce lait pour les enfants de l'animal en question? Ça dépend sous quelle forme. Sous forme liquide de lait, oui, il n'est pas tellement digeste. Il y a certaines personnes qui s'en aperçoivent très clairement, qui ressentent des ballonnements après en avoir consommé, qui après le petit déjeuner se sentent pas bien du tout. Après, quand il est consommé sous forme fermentée, sous forme de fromage, sous forme de yaourt, on ne parle plus tout à fait du même produit parce qu'il y a eu un processus enzymatique, de fermentation, donc les molécules ont changé.
Après, c'est aussi une question de, je parlais tout à l'heure, de se situer entre l'excès et l'insuffisance. Si on consomme beaucoup de quelque chose, on va se déséquilibrer. C'est vrai que c'est la première intolérance alimentaire, l'intolérance aux produits laitiers. Peut-être. Mais oui, je vous confirme. Voilà. Alors justement, parce que si on a des désagréments, on ne va pas se priver de produits laitiers. On va juste prendre d'autres laitages et vous allez nous proposer alors des laits végétaux. Alors quand on arrive, il y en a tellement qu'on ne sait plus quoi choisir. Oui. Alors justement, comment nous aiguiller, quelle saveur ça a, quel goût ça génère en nous. Alors on fait un petit décryptage. Le lait de soja, c'est un classique. Oui. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est les laits, on appelle ça les laits végétaux, mais ça n'a absolument rien à voir avec les laits animaux. Ce sont des laits qui sont 100% végétales, il n'y a pas de lactose, il n'y a pas de cholestérol dans les laits végétaux. C'est fait soit à partir de céréales, donc riz, avoine, orge également, je crois, je ne sais pas si j'en oublie, à base de légumes secs, le lait de soja, ou à base d'oléagineux, le lait d'amande, le lait de noisette. Oh, ça donc bon, ça. Le lait de quinoa, et puis après il y a d'autres laits, le lait de chanvre, le lait de... Celui que vous préférez, vous, c'est lequel? C'est-à-dire si on devait aller pour une première tentative, vous nous conseilleriez quelle saveur? Oui, c'est pas facile à dire parce qu'on trouve aussi des dérivés. Alors il y a des gens qui vont détester le lait de soja parce qu'ils vont le déguster nature, et puis d'autres l'auront dégusté aromatisé à la vanille et vont le trouver délicieux parce que maintenant on trouve le lait de soja nature, le lait de soja à la vanille, le lait de soja mélangé avec du lait de noisette. Il y a tout un tas de mélanges qui existent aussi. Alors vous, votre coup de cœur à vous? Mon lait végétal préféré, c'est le lait de riz parce qu'il est naturellement un petit peu sucré. Il s'adapte à pas mal de choses, mais j'utilise aussi régulièrement le lait de soja pour les préparations salées parce qu'il a un goût relativement neutre. Frédéric Mar, Amande. Oh là, j'ai compris pas aucun de tout. Amande, c'est, je sais pas, c'est 1 millilitre par jour. Quoi. Ah bon? 1 millilitre. Qu'est-ce que vous aimez? C'est la saveur, je sais pas, j'adore. Après, pour la cuisine, le riz. Amande et noisettes. Et après, pour la cuisine, j'utilise du lait de riz. Mais je trouve amande et noisettes, pour moi, c'est des gourmandises. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça dépend l'usage qu'on fait. Qui sont très, très denses. Et moi, je les coupe même avec un autre lait parce que c'est vrai que c'est épais. Alors, il faut savoir qu'au niveau réglementaire, on n'a même pas le droit d'utiliser le mot lait pour parler de lait végétaux. C'est-à-dire que sur les emballages, etc., ils vont jamais... Voilà, c'est parce qu'il y a vraiment le lait... Voilà, c'est ça. Le lait est réservé comme mot aux laits animaux. On a fait une première tentative en essayant le lait de soja, puis on a tellement trouvé ça liquide et sans contenance, on s'est dit, allez, plus jamais. Et vous disiez que justement, à l'instant, que par exemple, le lait d'amande ou de noisette ou de riz, il est beaucoup plus consistant. Voilà, il est plus consistant, donc il permet aussi d'améliorer peut-être le lait de soja, parce que c'est une question de budget aussi. Le lait de soja n'est pas très cher, le lait de riz n'est toujours pas très très cher, mais après les laits d'amande, le lait d'amande, le lait de noisette, tout ça, c'est des laits qui sont chers. Donc quand on a 2 enfants, on ne peut pas non plus vider des litres et des litres de lait d'amande par jour. Mais c'est quoi cher? 3-4 euros le litre, c'est très cher. Alors que le lait de soja, c'est 1 euro et quelques le litre. Le lait de... Donc c'est bien d'avoir, c'est un peu ma politique de faire ça, d'accompagner les gens vers plus de simplicité pour aborder la cuisine bio. Le lait de soja, le lait de riz, ce sont 2 laits qui ne sont pas trop chers, qui peuvent servir à pas mal de choses. Et après, il y a les petits plus qu'on s'octroie de temps en temps. Alors ça sert à quoi, par exemple? Parce que nous, on ne sait pas comment les utiliser. Ça sert à tout. Alors, le lait de soja et le lait de riz, par exemple, plutôt dans le salé, dans le sucré, dans les céréales, dans... Alors, tous les laits s'utilisent de la même manière que le lait de vache, dans n'importe quelle préparation. Après, le lait de riz étant naturellement sucré, puisque c'est issu d'une céréale, les céréales sont riches en sucre, on l'utilisera plutôt pour les desserts, pour les crêpes, pour les préparations sucrées. Et le lait de soja pour les préparations salées, les béchamels, les appareils à tarte. Les quiches, vous mettez quoi dans une quiche? À part Julie qui travaille avec nous, qui met de la crème pour que ça tienne bien au corps. Moi, je mets de la crème d'avoine. Oui, c'est ça, parce que ça existe en crème. De la crème d'avoine, puisque maintenant on trouve en petits pots de la crème issue de ces... La crème d'avoine? Si vous voulez, c'est des alternatives à la crème fraîche, donc c'est plus épais. C'est fait à partir du lait végétal, mais c'est plus épais et ça permet de remplacer la crème fraîche dans pas mal de choses. Et vous achetez ça au rayon frais ou au rayon des... C'est dans des petits non, c'est même pas packs de cette taille-là. Non, c'est pas... De la même manière qu'il y a du lait de vache et de la crème de vache, il y a des laits végétaux et il y a de la crème végétale à base de soja, d'amande, d'avoine. Non, souvent c'est dans des petites briques comme ça. C'est dans des petites briques. Ah oui, parce que maintenant ils font... Là, c'est en boisson, mais c'est... Par exemple, les poissons chocolatés. Qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, vous, Amandine, le soja associé au chocolat? Je trouve ça très bien, j'en fais le...
C'est-à-dire les mélanges comme ça, c'est-à-dire que parce que pour faire découvrir justement ces laits qui parfois nous rebutent, ils ont créé des saveurs chocolat où là par exemple on a ananas, banane. Au niveau de la composition, pour vous, c'est une bonne approche? Oui, comme Odile parlait tout à l'heure du plaisir, si ça peut apporter du plaisir de boire du lait avec un peu d'ananas dedans, de pulpe d'ananas, c'est très très bien. Alors quel autre lait on pourrait essayer? Le lait de quinoa? Alors après, il y a, oui, le lait de quinoa, je l'utilise assez peu. Il a, en tout cas en tant que boisson, il a un goût que j'apprécie moyennement, mais qui disparaît à la cuisson. Donc on peut l'utiliser dans des soupes pour adoucir une soupe par exemple, ou dans un appareil à terrine, à cake, etc. Plutôt dans les préparations salées, le lait de quinoa. Le lait. Alors je ne sais pas, mais alors qu'est-ce que c'est bon? Non, mais c'est-à-dire vous prenez du lait d'avoine et vous mélangez une banane. C'est le même principe que ce qu'ils proposent là. Mais qu'est-ce que c'est bon? C'est le milkshake maison avec ces laits-là. Pour tous les smoothies, j'utilise les végétaux à la place de lequel, l'eau. par exemple, pour un smoothie le matin, si on n'a pas le temps, plutôt que mal digérer, amande. Le matin, vous faites quoi? Oui, je pense qu'amande. Amande, noisette, le petit côté sucré. Voilà. Oui, parce que vous mettez une banane, quelques myrtilles, même surgelées ou quelques framboises, et vous avez, alors déjà c'est une bombe d'antioxydants, et puis ça vous tient au corps, vous avez plus faim. Bon. Enfin, vous avez plus faim comme ça, il fallait. Mais c'est important, c'est exquis. Mais les enfants adorent. Non, mais c'est très important aussi de tenir toute la matinée. Ce qu'on peut donner comme image pour parler de la variété des laits végétaux, c'est la béchamel. Je donne toujours cet exemple parce que tout le monde sait préparer une béchamel. Avec les laits végétaux, on va pouvoir avoir 300 recettes de béchamel parce qu'on va utiliser une fois du lait de soja, une fois du lait d'amande, une fois du lait de noisette. On va utiliser ce dont Frédéric parlait aussi, les purées d'oléagineux pour les agrémenter. Donc on va avoir des tas de variantes de béchamel végétale. Les laits d'amande, noisettes, vous les associez à quoi, vous, Amandine? Plutôt dans les desserts, avec du chocolat, donc des le salé, fruits, ça serait plutôt quoi? des abricots. Les, par exemple, salés, c'est les quinoa, riz, soja, riz. Moi, un peu riz, mais c'est vrai que c'est un tout petit goût sucré, donc il faut moduler. Et sucré, ça serait plus noisette-amande. Voilà, tous les... C'est le petit extra, les à 4 €. L'extra 4 €. Les laits issus d'oléagineux et les laits issus de céréales. Merci. Le riz, l'avoine. À vous trois. Mais alors, on va penser à vous. Pour les prochains repas, je peux vous dire, pour les prochains repas, on va beaucoup penser à vous. Je rappelle les titres de vos livres. Odile Chabriac, Les aliments qui rendent intelligent. C'est aux éditions Plomb. La meilleure façon de manger en 70 recettes aux éditions Thierry Soucard, d'Amandine Girs et Olivier de Gorce. Mes recettes bio, gourmandes et pas chères, aux éditions Erol. Il va falloir sortir un livre, Frédéric Marr, pour 2010. C'est prévu. C'est prévu. Et ben voilà, vous voyez, Madame Irma l'avait pressenti. Allez, on vous quitte, voilà, mais on se retrouve demain à 10h, 11h, comme d'habitude, le rendez-vous matinal. On vous souhaite une très belle journée à demain. Très belle journée à vous tous.